Elle ouvrit le relevé bancaire et son monde s'écroula. Après 25 ans de mariage, elle découvrit des paiements secrets à une université. Son mari, cadre supérieur prospère, finançait les études de quelqu'un en cachette. Entre larmes et méfiance, une vérité troublante commença à émerger. Une histoire de trahison, de découverte et de décision qui changeront 3 vies à jamais. Préparez-vous à une révélation qui vous serrera le cœur. N'hésitez pas à réagir et à partager d'où vous lisez. 25 ans de mariage, réduit à un bout de papier. C'est ainsi que je me suis sentie cet après-midi de mars, alors que j'organisais les documents pour la déclaration d'impôt. J'avais toujours été responsable de la paperasse de la maison. Robert n'avait jamais eu la patience pour les chiffres qui ne concernaient pas directement sa carrière fulgurante. Ironique, n'est-ce pas? Un homme d'affaires qui avait conquis le monde de la finance, incapable de remplir un simple formulaire d'impôt sur le revenu. « Tu fais ça bien mieux que moi, chérie », disait-il, avec ce sourire qui, pendant des décennies, m'avait fait croire que nous étions une équipe parfaite. Entre des chemises jaunies et de vieux relevés bancaires, j'ai trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un papier qui semblait déplacé, comme s'il s'était échappé d'une autre vie, d'une autre histoire que la nôtre. Des virements mensuels substantiels vers une université privée prestigieuse pendant plus de 2 ans. Des sommes significatives qui sortaient de notre compte joint sans que je le sache. Comment une femme de 52 ans, qui avait consacré toute sa vie à sa famille, pouvait-elle ne pas remarquer un tel trou dans le budget? Simple. La confiance aveugle. La maladie silencieuse qui ronge les mariages de l'intérieur, sans symptômes, apparents, jusqu'à ce que tout le corps s'effondre. Le papier tremblait dans mes mains. Je ne sais si c'était à cause de la brise qui entrait par la fenêtre ou du tremblement qui s'empara soudain de mon corps. Robert finançait secrètement les études de quelqu'un. Aucun de nos enfants n'étudiait dans cet établissement. Pierre avait terminé ses études 3 ans auparavant, et Marianne étudiait à l'étranger grâce à une bourse. La sensation de trahison fut immédiate, comme un coup de poing dans l'estomac qui vous coupe le souffle. « Calme-toi, Hélène, il doit y avoir une explication », essayai-je de me dire. Mais la petite voix de l'intuition, celle-là même que j'avais, ignorée tant de fois pendant mon mariage, hurlait maintenant comme une sirène d'ambulance. Quelque chose n'allait pas du tout. Et moi, avec ma tendance agaçante à éviter les confrontations, à maintenir la paix à tout prix, je savais que j'allais faire face à mon plus grand dilemme, chercher la vérité ou me complaire dans l'ignorance qui m'avait si longtemps servi de refuge. Je rangeais le relevé dans une chemise séparée, loin des yeux de Robert. J'avais besoin de réfléchir, d'élaborer un plan. Je n'étais plus la jeune femme impulsive que j'avais été. Des années de maternité et de vie conjugale m'avaient appris que les meilleures batailles se gagnent avec stratégie, pas avec des explosions émotionnelles. Les semaines suivantes, j'ai commencé mon enquête silencieuse. Je me suis mise à observer chaque mouvement de Robert avec des yeux de lynx. Le téléphone portable protégé par un mot de passe qui n'était jamais laissé sans surveillance. Les appels auxquels il répondait toujours loin de moi. Les heures supplémentaires qui se multipliaient et les mentions fréquentes d'une certaine assistante que je n'avais jamais rencontrée. « Lucie m'aide avec ce projet spécial », commentait-il nonchalamment, pendant que je servais le dîner que j'avais soigneusement préparé. « C'est bien, chérie », répondais-je, en avalant non seulement mon repas, mais aussi le soupçon grandissant. Un soir où Robert était sorti pour un dîner d'affaires, chose devenue bien trop fréquente à mon goût, j'ai décidé de fouiller son bureau à la maison. Je n'en suis pas fière, mais l'urgence de savoir était plus forte que tout reste d'éthique conjugale qui pouvait encore exister. Parmi des papiers méthodiquement organisés, un trait que j'avais toujours admiré chez lui, j'ai trouvé des reçus de restaurants chers à des dates où il avait dit travailler tard. Des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Mon cœur s'accéléra. Première preuve concrète que quelque chose clochait dans l'histoire parfaite que je croyais vivre. La traditionnelle fête de l'automne de notre ville approchait. Depuis 20 ans, depuis notre installation ici, nous participions ensemble à cet événement qui célèbre les traditions locales. L'arôme des spécialités régionales, les spectacles folkloriques, la musique qui emplissait les places, c'était l'un des rares moments où nous voyions Robert vraiment détendu, loin des pressions du travail. À ma grande surprise, il annonça pendant le petit déjeuner « Hélène, je ne pourrai pas aller à la fête cette année. Un voyage d'affaires imprévu est apparu. » Je pris une gorgée de mon café, qui me parut soudain plus amer. « Un voyage ?»
Juste maintenant, la fête est une tradition pour nous. Ma voix sortit plus, faible que je ne l'aurais souhaité. C'est justement pour ça que je te préviens à l'avance. Je sais combien tu aimes ça, mais ce client est très important. Tu comprends, n'est-ce pas? Son ton était doux, presque répété. Et le pire, je comprenais. J'avais toujours compris, toujours accepté, toujours mis mes désirs au second plan, parce qu'après tout, son succès était le succès de la famille, n'est-ce pas? Quelle stupidité de ma part. Bien sûr que je comprends. Je mentis, avec un sourire aussi faux que ses excuses. Les affaires n'attendent pas. Le jour de la fête venue, allant à l'encontre de toutes mes tendances non confrontationnelles, je pris une décision. Je n'irai pas à l'événement. À la place, je suivis Robert. Je mis des vêtements discrets, des lunettes de soleil et un chapeau. Ridiculement évidente, je sais. Mais c'était le mieux que je pouvais improviser. Je le vis sortir de la maison avec une petite valise, monter dans sa voiture et partir. Je le suivis avec mon propre véhicule, en gardant une distance de sécurité. À ma surprise, il ne se dirigea pas vers l'aéroport. Il conduisit pendant environ une demi-heure jusqu'à atteindre le campus de l'université mentionné sur les relevés. Il se gara et marcha d'un pas décidé vers le café du campus. Il y retrouva une jeune femme, probablement dans la vingtaine. D'où j'étais, je pus observer qu'elle était jolie, avec des cheveux sombres et un sourire lumineux. Ils s'étreignirent plus longtemps qu'il n'est d'usage pour une salutation décontractée. Mon estomac se noua douloureusement. La conversation entre eux semblait s'écouler avec une intimité agaçante de naturel. Robert souriait d'une manière que je n'avais pas vue à la maison depuis des années, spontanée, authentique, sans le poids qu'il semblait porter quand il était avec nous. Et puis, je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. La jeune femme portait un collier. Pas n'importe quel collier, mais un collier identique à celui que Robert m'avait offert. Pour notre 15e anniversaire de mariage. Une pièce qu'il avait juré être exclusive, conçue spécialement pour moi. Exclusive comme moi, je suppose, murmurai-je pour moi-même, avec un rire amer qui masquait les larmes qui menacèrent de couler. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'étais là, cachée comme une criminelle, à espionner mon propre mari. Cette scène fut suffisante. Je rentrai chez moi avec un poids sur la poitrine qui semblait m'écraser. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Le message était clair, comme de l'eau de roche. Il y avait une autre personne. Une jeune femme brillante, avec toute la vie devant elle. Quelqu'un que Robert finançait secrètement, avec de l'argent qui aurait dû être le nôtre. Celui de notre avenir, de notre sécurité. Je passais la nuit blanche, me tournant et me retournant dans le lit, essayant de trouver une explication qui n'impliquait pas la trahison la plus évidente. Quand Robert rentra le lendemain, racontant avec enthousiasme des négociations réussies dans une ville où il n'avait jamais mis les pieds, j'assistais à sa performance avec un détachement presque clinique. Comment était-il possible de mentir en regardant quelqu'un droit dans les yeux? 25 ans ensemble, 2 enfants élevés, une vie partagée, et le voilà, fabriquant une réalité alternative avec l'aisance d'un acteur primé. Les jours suivants, je cherchais des informations sur l'université. Grâce à une vieille amie qui travaillait à l'administration, je découvris quelque chose qui ne fit qu'intensifier mon angoisse. La jeune femme que j'avais vue avec Robert était une étudiante en ingénierie, considérée comme brillante par ses professeurs. Et, plus révélateur encore, ses frais de scolarité étaient intégralement payés par un bienfaiteur anonyme depuis plus de 2 ans. Ce n'étaient pas seulement des paiements récents, c'était une relation établie, nourrie au fil du temps, pendant que je vivais dans l'ignorance la plus complète. Au lieu de confronter Robert immédiatement, je décidai d'utiliser mes compétences organisationnelles, celles-là même qu'il appréciait tant quand il s'agissait de gérer notre maison, pour planifier mes prochaines étapes. La colère initiale laissa place à un sentiment plus froid, calculé. S'il pouvait jouer à ce jeu, je le pouvais aussi. Je pris rendez-vous avec un avocat, soi-disant pour discuter des papiers de la nouvelle maison que nous envisagions d'acheter. En réalité, je voulais comprendre mes options si tout s'effondrait. Et tout indiquait que ce serait le cas. Lors de cette consultation, vint le 2e rebondissement. Je découvris que Robert avait ouvert un compte joint avec une autre personne, utilisant des fonds qui auraient dû être destinés à notre retraite. L'avocat, un homme d'âge mûr aux yeux fatigués qui avait probablement vu des histoires comme la mienne des centaines de fois, m'expliqua que j'avais des droits, que je pourrais réclamer une partie de ces sommes en cas de divorce. Divorce,
Le mot plana dans l'air comme un spectre, effrayant et en même temps étrangement libérateur. Moi qui avais consacré toute ma vie à la construction d'une famille, j'envisageais maintenant sa fin. Quelle ironie du sort. La fête locale estivale approchait. Un autre événement traditionnel auquel nous avions l'habitude d'assister en famille, avant que nos enfants ne quittent la maison et avant que Robert ne devienne si occupé par son travail. Je décidai d'y aller seule. Peut-être pour me prouver que je pouvais encore trouver du plaisir dans les petites choses, même le cœur brisé. Le destin, cependant, semble apprécier le théâtre de l'absurde. Alors que je déambulais entre les stands colorés, l'odeur des crêpes et du cidre dans l'air, je croisai accidentellement son chemin, la jeune femme du café. Nos regards se croisèrent brièvement et je remarquai quelque chose de troublant. Elle semblait me reconnaître. Il y avait une étincelle de reconnaissance dans ses yeux, suivie de ce qui ressemblait à de la culpabilité. Au lieu de m'éloigner, poussée par une impulsion que je ne comprenais pas moi-même, je décidai de l'aborder. « Bonjour », dis-je, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Vous appréciez la fête ?» Elle parut surprise par mon approche, mais répondit poliment. « Oui, c'est ma première fois ici. C'est très joli. »« Première fois dans la ville ?» demandai-je, feignant l'ignorance. « Non, j'étudie ici depuis quelques années, à l'université publique. » Un mensonge. Je savais exactement où elle étudiait. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir à cet événement. Je vois. Vous travaillez aussi ? Ou vous étudiez seulement ? J'étudie seulement. J'ai un soutien financier. Elle hésita, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. C'est bien. Il est difficile de concilier études et travail. Je fis une pause calculée. Vous connaissez beaucoup de monde en ville ? Quelques personnes, principalement de l'université. Elle semblait de plus en plus désireuse de mettre fin à la conversation. Ah, et je connais votre mari, de son entreprise. Robert est un mentor pour moi. Mentor. Le mot me frappa comme une gifle. La mascarade était devant moi, effrontée, habillée d'euphémismes polis. Comme c'est intéressant, répondis-je, gardant mon sang-froid. Robert n'a jamais mentionné qu'il guidait de jeunes étudiants. Il est très discret, dit-elle rapidement. Bien, je dois y aller maintenant. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, madame. Hélène, complétai-je. Hélène Dubois. Un éclair de panique traversa ses yeux. Le plaisir fut pour moi, madame Dubois. Tandis que je la regardais s'éloigner précipitamment, un calme étrange s'empara de moi. J'avais maintenant un nom pour le visage qui hantait mes pensées, et elle savait qui j'étais. Ce qui signifiait que Robert parlait probablement de moi. Quel genre d'histoire racontait-il ? Étais-je l'épouse cruelle et contrôlante qui ne le comprenait pas ? La femme froide qui ne satisfaisait pas ses besoins ? Ou juste une ombre, une mention passagère, un obstacle gênant dans la vie qu'il désirait réellement ? Les mois suivants furent un exercice de maîtrise de soi. J'observais Robert devenir de plus en plus distant, rentrant tard à la maison, inventant des excuses pour des voyages de week-end et des réunions nocturnes. Pendant ce temps, je commençais à reconstruire mon indépendance en silence. Je repris les études de comptabilité que j'avais abandonnées lorsque nous nous étions mariés pour soutenir sa carrière. « Tu n'as pas besoin de travailler, chérie. Mon salaire est suffisant pour nous deux, » avait-il dit. Et moi, amoureuse et naïve, j'avais cru que c'était de l'amour, pas du contrôle. Les cours 3 fois par semaine devinrent mon refuge. Un espace où je n'étais pas l'épouse trahie, mais simplement Hélène, une étudiante dévouée avec un avenir devant elle, même à 52 ans. Je me fis des amis, redécouvris le plaisir d'apprendre, d'exercer mon esprit au-delà des tâches ménagères et des obligations sociales qui accompagnaient le statut d'épouse de cadre supérieur. Un samedi matin, alors que Robert jouait soi-disant au golf avec des collègues, je reçus un appel inattendu. C'était quelqu'un du secrétariat de l'université, nous félicitant pour l'investissement dans l'éducation et nous invitant à la remise des diplômes d'une étudiante boursière. L'employé mentionna que l'étudiante avait désigné Robert comme son parrain officiel pour recevoir les honneurs lors de la cérémonie. « Il doit y avoir une erreur », répondis-je automatiquement, ma voix calme contredisant le tumulte intérieur. « Mon mari ne parraine aucun étudiant. » Un silence embarrassé de l'autre côté de la ligne. « Oh, je vous prie de m'excuser. J'ai peut-être contacté la mauvaise famille. Monsieur Robert Dubois n'est pas votre mari ? » ?»« Si, c'est mon mari. » Les mots sonnèrent amers dans ma bouche. « Eh bien,
Il figure dans nos dossiers comme le responsable financier de l'étudiante Léa Martin. Elle l'a désigné pour recevoir une mention honorable lors de la cérémonie de remise des diplômes en remerciement de son soutien tout au long de ses études. Léa Martin. Maintenant, le fantôme avait un nom complet. Et pas seulement. Mon mari allait être publiquement reconnu pour son soutien. L'humiliation semblait sans fin. Je vois. Il doit y avoir eu une confusion. Mais je vérifierai avec mon mari. Merci de m'avoir prévenu. Je raccrochai le téléphone et me permis un moment de pur désespoir. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Des sanglots, profonds qui semblaient nous venir du fond de l'âme. Je pleurais pour la jeune femme que j'avais été, pour les choix que j'avais faits, pour le temps perdu, pour la confiance brisée. Et puis, quand les larmes séchèrent, quelque chose en moi se transforma. La douleur était toujours là, intense comme une blessure ouverte. Mais à côté d'elle, grandissait quelque chose de nouveau, une détermination féroce, une clarté d'objectif que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il était temps d'arrêter, d'être spectatrice de ma propre vie. Lors du traditionnel festival gastronomique régional, événement qui réunissait toute la haute société locale, je rencontrai Thérèse, une ancienne collègue qui travaillait comme secrétaire de direction dans l'entreprise de Robert. Après quelques verres du bon vin local primé, sa langue se délia. « Hélène, comment gérez-vous toute cette situation ?» demanda-t-elle, sur un ton de confidence exagéré par l'alcool. « Quelle situation, Thérèse ?» répondis-je, feignant l'ignorance, mais pressentant que j'étais sur le point de découvrir d'autres pièces du puzzle. Mais enfin, l'accord. Elle semblait sincèrement surprise par ma question. « Tout le monde dans l'entreprise en parle. Je pensais que vous saviez. » Mon cœur s'emballa, mais je gardais une expression neutre. Des années de pratique dans les événements sociaux m'avaient appris à cacher mes émotions sous un sourire poli. « Thérèse, ma chère, vous savez comme je suis discrète. Robert et moi ne discutons pas de ses affaires professionnelles. » Elle se pencha, baissant la voix. « C'est à propos de la fille de Christine, son ex-petite amie, avant vous. On dit que, lorsque la mère est morte, il a assumé la responsabilité de la fille. Financièrement, je veux dire. Fille, le mot me frappa comme la foudre. Pas une maîtresse, mais une fille, une enfant d'une relation antérieure dont je n'avais jamais su l'existence. Thérèse, de quoi parlez-vous exactement ? Ma voix tremblait maintenant légèrement, le masque de sang-froid commençant à se fissurer. Oh mon Dieu, vous ne saviez vraiment pas ? Thérèse couvrit sa bouche avec sa main, les yeux écarquillés d'horreur. Hélène, excusez-moi, je n'aurais jamais dû mentionner ça. S'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit. Ce doit être juste une rumeur de bureau. Mais il était trop tard. La graine était plantée, et une explication alternative commençait à prendre forme dans mon esprit. Une qui, bien que toujours douloureuse, était moins dévastatrice que la trahison romantique que j'avais imaginée. Cette nouvelle information changea tout. Était-ce possible ? Robert m'aurait-il caché une fille pendant toutes ces années ? Pourquoi ne m'avait-il jamais rien dit ? Et si c'était vrai, cela signifiait que la jeune femme que j'avais vue avec lui, Léa, pourrait être sa fille biologique, pas sa maîtresse. Le doute me consumait, oscillant entre des sentiments contradictoires. Il y avait la trahison de la confiance. Cacher quelque chose d'aussi significatif pendant si longtemps était impardonnable. Mais il y avait aussi la possibilité que ces actions, bien que secrètes, aient été motivées par un sens des responsabilités, non par une passion illicite. Je décidai d'engager un détective privé, utilisant mes économies personnelles, de l'argent que j'avais mis de côté au fil des ans, caché même à Robert. Une réserve d'urgence que je n'avais jamais imaginé utiliser de cette façon. Le détective, un homme taciturne et peu bavard, me garantit une discrétion absolue. Lors du jour férié local, célébrant la fondation de la ville, avec son traditionnel défilé officiel, j'observai Robert recevoir un message sur son téléphone qui le laissa visiblement perturbé. Il pâlit, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il relisait le texte. « Je dois y aller », annonça-t-il, se levant brusquement de la tribune où nous assistions au défilé. « Urgence au travail. »« Un jour férié ?» questionnai-je, sachant parfaitement que c'était un mensonge. « Les marchés internationaux ne s'arrêtent pas, Hélène ?» L'excuse répétée, livrée avec un sourire crispé, ne m'attend pas pour le dîner. Mon détective confirma plus tard que Robert était allé retrouver Léa dans un hôpital. Elle avait eu un accident de voiture, rien de grave, mais suffisant pour déclencher la course désespérée d'un père inquiet.
Les photos montraient Robert dans le couloir de l'hôpital, discutant intensément avec les médecins, le visage un masque d'inquiétude sincère. Ces images, plus que toute autre preuve, me convainquirent. Ce n'était pas le comportement d'un amant, c'était le désespoir d'un père. Le puzzle commençait à prendre sens. Et avec lui, une nouvelle vague de chagrin m'envahit. Non pas la douleur de l'infidélité, mais la douleur plus profonde de l'exclusion. Pourquoi ne m'avait-il jamais fait assez confiance pour partager cela? Après 9 mois d'angoisse et d'enquête, alors que nous préparions notre traditionnel réveillon de Noël, je décidai qu'il était temps pour la confrontation finale. Nos enfants viendraient avec leur famille, et avant que la maison ne s'emplisse du chaos festif des petits-enfants et des conversations joyeuses, j'avais besoin d'entendre la vérité de la bouche de mon mari. Je trouvai Robert dans son bureau, organisant quelques cadeaux de dernière minute. L'homme que je pensais connaître après 25 ans de mariage, mais qui me semblait maintenant un étranger. « Nous devons parler », annonçai-je, fermant la porte derrière moi. Il leva les yeux, surpris par mon ton. « Quelque chose s'est passé ? Qui est Léa Martin ?» demandai-je directement, sans détour. Le choc sur son visage fut instantané. Yeux écarquillés, bouche entr'ouverte, mains soudainement immobiles. Pendant un moment, il sembla que le temps s'était figé. Puis, lentement, il s'assit, le corps lourd comme s'il portait le monde sur ses épaules. « Comment tu ?» Il ne termina pas la question. « Est-ce que ça importe ? Je sais que tu paies ses études. Je sais que tu la vois régulièrement. Je sais qu'elle a eu un accident récemment et que tu as couru à l'hôpital. Je sais qu'elle va être diplômée et que tu seras honorée lors de la cérémonie. » Je sortis les relevés bancaires, les reçus, les photos du détective, toutes les preuves que j'avais méticuleusement collectées pendant des mois. Je les étalais sur le bureau comme des cartes dans un jeu morbide. « Ce que je ne sais pas, Robert, c'est pourquoi tu m'as menti pendant toutes ces années. » Il fixa les papiers en silence, la respiration irrégulière. Quand il parla enfin, sa voix était nouée par l'émotion. « C'est ma fille. » Même si je m'en doutais déjà, entendre la confirmation me frappa comme un coup de poing. « Ta fille », répétai-je, la voix presque un murmure. « Une fille que tu m'as cachée pendant 25 ans de mariage. Ce n'est pas comme ça, Hélène. » Il passa la main sur son visage, un geste de profonde lassitude. « Léa est la fille de Christine, une femme avec qui j'ai eu une relation avant de te connaître. La relation s'est terminée, mais quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Christine ne voulait pas que je fasse partie de leur vie. C'était sa condition. Elle a dit qu'elle avait une nouvelle relation, que le nouveau partenaire assumerait la paternité et que ma présence ne ferait que compliquer les choses. Et tu as simplement accepté ? » L'incrédulité dans ma voix était palpable. À l'époque, ça semblait la bonne chose à faire. J'étais jeune, effrayée, concentrée sur ma carrière. J'ai signé les documents en renonçant à la paternité légale, mais j'ai fait un accord financier. J'envoyais de l'argent mensuellement sur un compte au nom de Christine. C'était le moins que je pouvais faire. Et quand nous nous sommes rencontrés, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Il détourna le regard, honteux. Au début, ça ne semblait pas pertinent. Nous tombions amoureux, construisions notre propre histoire. Et puis sont venus Pierre et Marianne et notre vie ensemble. Le temps a passé, et plus le temps passait, plus il devenait difficile de le dire. Et quand as-tu décidé de te rapprocher d'elle ? Quand est-ce arrivé ? Il y a environ 3 ans. Christine est morte d'un cancer. Léa avait 19 ans et était sur le point d'entrer à l'université. Elle m'a cherchée. Elle a dit qu'elle avait toujours su que j'étais son père biologique, que Christine ne le lui avait jamais caché, lui demandant seulement de respecter l'accord jusqu'à ce qu'elle soit adulte. La révélation était si énorme, si absolue, que je me sentis prise de vertige. Je m'appuyais sur le bureau pour ne pas tomber. 3 ans, Robert. 3 ans à rencontrer ta fille en cachette, à me mentir, à inventer des voyages et des réunions. J'ai eu peur, Hélène. Sa voix tremblait maintenant. Peur de ta réaction. Peur de détruire ce que nous avions. Peur ? Le mot alluma, une étincelle de colère qui se transforma rapidement en incendie. Tu me connais si peu. Que tu as cru que je refuserais à une jeune femme le droit de connaître son propre père ? Pour quel genre de monstre me prends-tu ? Ce n'est pas ça, je voulais juste. Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. Tu te souviens quand ? Nous avons découvert que j'étais sortie avec Monique avant de te connaître ?
comme tu as été blessé, comme tu as dit que tu ne voulais même pas entendre parler de mes relations précédentes. C'était il y a 20 ans, une conversation stupide de jeune marié, et tu as utilisé ça comme excuse pour cacher une fille? L'indignation m'étouffait. Non, Robert, ne retourne pas la faute sur moi. La vérité, c'est que tu as été lâche. Trop lâche pour assumer tes responsabilités ouvertement. Trop lâche pour faire confiance à ta propre femme. Les larmes coulaient sur son visage maintenant, mais je ne ressentis aucune compassion. Juste un vide immense, là où il y avait autrefois de l'amour et de la confiance. Tu as raison, admit-il, la voix presque inaudible. J'ai été lâche, et maintenant j'ai tout perdu, n'est-ce pas? Tu vas me quitter. Étonnamment, cette question me fit marquer une pause. Allais-je le quitter? La réponse qui semblait si évidente quelques heures auparavant était maintenant enveloppée de doute. Robert avait menti, oui, pendant des années. Il avait brisé notre confiance d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible, mais il n'avait pas trahi nos vœux de la manière que j'avais initialement soupçonnée. Et il avait assumé, bien que tardivement, la responsabilité de sa fille. Je ne sais pas, Robert, répondis-je honnêtement. Je ne sais pas si notre mariage peut survivre à ce niveau de tromperie. Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il semblait sincèrement perdu, vulnérable d'une manière qu'il montrait rarement. Je veux la rencontrer, répondis-je, nous surprenant tous les deux. Je veux rencontrer ta fille, comprendre qui elle est, qui tu es avec elle. Et après, peut-être, nous pourrons décider s'il reste encore un nous à sauver. Les semaines suivantes, tandis que la ville se préparait pour le traditionnel carnaval, j'affrontais mon propre cheminement intérieur. J'ai dû confronter non seulement le mensonge de mon mari, mais aussi mes propres préjugés et ma rigidité, qui auraient pu le pousser à cacher une partie si importante de sa vie. J'ai réexaminé mes valeurs, mes concepts de famille, de pardon. La rencontre avec Léa fut fixée pour la fête du printemps, la célébration qui marque le début de la nouvelle saison. Un nouveau départ, peut-être symboliquement approprié à la situation. Je choisis une robe bleu clair, mes cheveux, attachés en un chignon simple sans maquillage. Je voulais qu'elle me voie telle que je suis vraiment, sans artifice. Robert était visiblement nerveux, alternant entre le silence absolu et des explications inutiles sur la fête, le temps, n'importe quoi qui puisse combler le vide de notre communication endommagée. Nous retrouvâmes Léa près de la fontaine principale de la place. Quand je la vis s'approcher, je remarquai immédiatement les ressemblances. La forme du visage, la démarche, même certains gestes qui étaient indubitablement ceux de Robert. Comment n'avais-je jamais remarqué avant? Hélène, dit Robert formellement. Voici Léa. Léa, voici Hélène, ma femme. La jeune femme tendit la main, le geste formel contredisant l'émotion dans ses yeux. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin officiellement, Madame Dubois. Hélène, corrigeai-je automatiquement. Juste Hélène. Je lui serrai la main et sentis un léger tremblement. Elle était aussi nerveuse que moi. Le début fut maladroit. 3 personnes portant le poids des secrets et des révélations, essayant de trouver un terrain d'entente. Nous marchâmes, à travers la fête, commentant les attractions, la musique, le temps, des banalités sûres qui évitaient l'éléphant dans la pièce. Ce fut pendant un moment où Robert s'éloigna pour acheter des boissons que Léa brisa enfin la barrière. « J'ai toujours su pour vous », dit-elle abruptement. « Ma mère avait des photos de vous, des coupures de journaux des événements sociaux auxquels vous assistiez avec mon P. Avec Robert. Elle voulait que je sache quel genre de famille il avait construit. La révélation me prit au dépourvu. Votre mère gardait des photos de moi? Pas par jalousie ou ressentiment, clarifia rapidement Léa. Elle aimait l'homme qu'elle avait épousé, mon beau-père. Mais elle voulait que je comprenne que Robert avait suivi un autre chemin, formé une autre famille, et qu'il serait injuste de ma part d'apparaître et de tout gâcher. Alors pourquoi avoir cherché Robert quand elle est morte? Léa sourit tristement, parce que c'était son souhait. Sur son lit de mort, elle m'a donné la permission de le chercher, si je le voulais. Elle a dit que l'accord avait été pour me protéger quand j'étais enfant, mais que maintenant j'étais adulte et que je pouvais prendre mes propres décisions. Et Robert, comment a-t-il réagi quand vous l'avez contacté? Il a pleuré, répondit-elle simplement. Il a pleuré comme un enfant quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il a dit qu'il ne s'était jamais pardonné de ne pas faire partie de ma vie, qu'il m'avait envoyé secrètement des cadeaux à tous mes anniversaires. Des cadeaux que ma mère gardait,
jusqu'à ce que je sois assez grande pour comprendre la situation. Je sentis quelque chose se briser en moi. Non pas de douleur, mais comme si une carapace dure se fissurait pour permettre à quelque chose de nouveau de grandir. Robert ne m'avait jamais parlé des cadeaux, de combien il souffrait en silence. Et il n'a jamais mentionné qu'il voulait te présenter à moi. La question sortit plus amère que je ne l'avais prévu. Léa hésita, choisissant clairement ses mots. Il l'a mentionné plusieurs fois, surtout ces derniers mois. Mais il disait toujours qu'il devait trouver le bon moment, que c'était compliqué. J'avoue que j'en suis arrivée à être en colère, à me demander s'il avait honte de moi. Il n'a jamais été question de honte. La voix de Robert nous surprit. Il était revenu silencieusement, portant 3 gobelets. C'était de la peur. Peur de perdre les 2 femmes les plus importantes de ma vie à cause des erreurs que j'ai commises. Et à la fin, j'ai failli les perdre quand même. Le regard que nous échangeâmes à ce moment-là contenait plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Douleur, regret, compréhension réticente. Et peut-être, juste peut-être, le premier aperçu du pardon. L'année qui suivit fut une reconstruction lente et souvent douloureuse. Robert et moi avons commencé une thérapie de couple, un processus auquel il a résisté initialement, mais qui s'est finalement révélé essentiel pour réapprendre à nous faire confiance. Léa a obtenu son diplôme avec mention, et j'étais présente à la cérémonie, aux côtés de Robert, lorsqu'il a reçu la reconnaissance publique pour son soutien. Ce fut un moment doux amer, chargé d'émotions contradictoires. Peu à peu, Léa a commencé à faire partie de notre vie familiale. Nous l'avons présentée à nos enfants, ses demi-frères et sœurs, lors d'un processus soigneusement géré qui a suscité du choc et de la colère initiale jusqu'à, finalement, une curiosité sincère et le début de relations timides. Pour moi, chaque jour était un nouveau défi. Il y avait des moments où le chagrin ressurgissait avec force, où le doute me consumait. Et s'il y a d'autres secrets ? Me demandais-je lors des nuits d'insomnie. Comment puis-je savoir que je connais maintenant toute la vérité ? Mais il y avait aussi des moments de clarté, où je comprenais que nous sommes tous faits de couches, de choix imparfaits, d'erreurs et de tentatives de bien faire. Robert a changé. La révélation du secret sembla le libérer d'un poids qu'il portait depuis des décennies. Il devint plus présent, plus honnête, plus vulnérable. Et j'ai changé aussi. La femme complaisante qui évitait les confrontations à tout prix a laissé place à quelqu'un qui a appris à exiger la vérité, à établir des limites, à se valoriser. J'ai repris le travail, terminant mes études de comptabilité et ouvrant un petit cabinet qui a rapidement gagné des clients. L'argent n'était pas nécessaire. Robert continuait à subvenir largement à nos besoins. Mais l'indépendance, le sentiment d'avoir mon propre but, était quelque chose auquel je ne renoncerai plus jamais. Lors d'un dîner récent, Léa m'a apporté un cadeau. Un livre sur les histoires de femmes qui ont réinventé leur vie après 50 ans. Dans la dédicace, elle a écrit « Pour Hélène, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec admiration et affection, votre belle-fille, si vous me le permettez. » Belle-fille. Le mot que je n'aurais jamais imaginé faire partie de mon vocabulaire apportait maintenant un étrange réconfort. Ce n'était pas la famille que j'avais prévue, certainement pas le parcours que j'avais choisi consciemment, mais c'était la nôtre, imparfaite, compliquée, bâtie sur des décombres et reconstruite avec une honnêteté tardive. Robert et moi avons encore beaucoup à régler. La confiance, une fois brisée, ne se recolle pas facilement. Elle reste fragile, avec des fissures visibles qui nous rappellent constamment ce qui a été perdu. Mais peut-être est-ce ainsi que fonctionnent les relations durables, non pas comme des contes de fées immaculés, mais comme quelque chose en constante évolution, exigeant toujours entretien et soin. Alors que j'écris ces mots, dans le bureau que j'ai aménagé pour moi dans notre maison, un espace bien à moi, une petite révolution dans notre mariage. Je regarde la photo récente que je garde sur mon bureau. Nous y sommes tous. Robert et moi, nos enfants Pierre et Marianne avec leurs conjoints, nos 3 petits-enfants, et Léa. Une famille élargie, redéfinie, apprenant encore à naviguer en eaux inconnues. J'ai 53 ans maintenant. Je ne suis plus la jeune idéaliste que j'ai été un jour, ni l'épouse résignée que je suis devenue pendant tant d'années. Je suis une femme qui a affronté la trahison, non pas la trahison romantique que j'avais imaginée, mais la trahison de la confiance, peut-être tout aussi dévastatrice, et qui a survécu. Plus que cela, je suis renée. S'il y a une leçon que j'ai apprise dans ce voyage involontaire,
c'est que les vérités les plus difficiles à affronter sont souvent celles qui nous libèrent le plus. La confrontation que j'ai si longtemps évitée est devenue le portail vers ma propre libération. La douleur que j'ai tant redoutée s'est révélée être le catalyseur d'une version plus authentique, plus forte de moi-même. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Robert et moi. Ce que je sais, c'est que je ne serai plus jamais définie uniquement par rapport à lui, que je ne sacrifierai plus jamais mon essence au nom d'une paix apparente. Le mariage que nous parvenons à préserver, si tant est que nous y parvenions à long terme, sera fondamentalement différent. Un partenariat d'égaux, basé non pas sur des illusions confortables, mais sur des vérités inconfortables et nécessaires. Quant à Léa, nous construisons une relation propre, indépendante de Robert. Une amitié prudente, née des circonstances les plus improbables, mais non moins authentique pour autant. Je vois en elle des traits de l'homme que j'ai aimé, oui, mais aussi une force et une détermination que j'admire profondément. À la prochaine fête du printemps, nous bouclerons un cycle. 1 an depuis notre première rencontre officielle. Léa a suggéré que nous célébrions ensemble. Un nouveau rituel pour marquer non pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons trouvé en chemin. Et ainsi nous avançons, nous tous, naviguant dans les labyrinthes complexes des relations familiales, découvrant que la famille n'est pas nécessairement ce que nous planifions, mais ce que nous construisons avec les pièces imparfaites que la vie nous offre. Secrets révélés, blessures cicatrisant, nouveau départ naissant des cendres de ce que nous pensions autrefois être la vérité. La vie suit rarement le scénario que nous imaginons pour elle. Les révélations les plus profondes arrivent, fréquemment enveloppées de douleur. Les transformations les plus significatives naissent de crises que nous préférerions éviter. Mais c'est peut-être justement dans les fractures, dans les imperfections, que nous trouvons notre vraie force. Non pas la force de celui qui ne casse jamais, mais la résilience de celle qui se reconstruit, pièce par pièce, avec une sagesse que seule l'adversité peut enseigner. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois des rides qui n'étaient pas là avant cette crise, des fils gris qui se sont multipliés au cours de la dernière année. Mais je vois aussi un éclat dans les yeux qui s'était éteint depuis longtemps, l'étincelle d'une femme qui a redécouvert sa propre valeur, qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Et ça, plus que n'importe, quel conte de fées matrimonial est une victoire que personne ne peut m'enlever.